C'est Mohamed Haytami. Bonjour. Bonjour, c'est Aziz. مرحبا بك في l'émission ديالتنا البروغرام ديالتنا. Vous avez 2 minutes, on vous explique. Donc le programme est clair. Des questions courtes avec des réponses un peu courtes. Vous êtes donc Mohamed Haytami. Pour ceux qui curieusement ne vous connaîtraient pas, vous êtes juriste de formation et vous avez aussi un diplôme banque et finance, mais vous êtes surtout depuis plusieurs années président directeur général du groupe Maroc Soir, le matin. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé, c'est Mohamed Diel. Exact. Alors, vous venez de publier un livre très intéressant qui nous intéresse tous, d'où l'entretien d'aujourd'hui. Moi, je suis votre jeune confrère, vous êtes mon aîné, mais je suis aussi un citoyen marocain et donc je peux avoir du personnel de maison. Et il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi 1912. Alors, vous avez fait un bouquin sur ça qui s'appelle un guide pratique. Malheureusement, il apparaît inversé. Voilà, guide pratique pour l'application de la loi sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, avec un CD, un livre très intéressant donc, pour l'application de la loi sur les travailleuses et les travailleurs domestiques. Bouquin high-tech, parce qu'on fonctionne, il y a des codes QR à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut, c'est en arabe, c'est en français, il y a des illustrations, il y a un sommaire par mots-clés, il y a une foire aux questions, il y a des dessins, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une connaissance précise de cette loi. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Dernière précision, c'est qu'il est préfacé par professeur bien connu, Estine Ktani. Et donc, entre vous deux, je crois qu'on va voir, pour ceux qui vont le lire, moi je l'ai déjà lu, une idée précise des droits et des obligations que nous avons. Alors, on commence déjà. La loi est-elle rentrée en vigueur? Oui, la loi est entrée en vigueur le 3 juin 2020. En fait, elle a été promulguée en 2016, mais le dernier article disait qu'elle n'entrera en application qu'une année après la sortie du dernier texte réglementaire. Et donc, il y a eu plusieurs décrets et arrêtés. Un arrêté, c'est un arrêté du ministre, le décret, c'est le décret du chef du gouvernement, qui ont mis en œuvre, par exemple, il y a eu le contrat type, parce qu'on ne signe pas le contrat n'importe comment. C'est un décret qui est sorti au bulletin officiel avec un contrat avec les clauses spécifiques qui doit être complété. C'est un formulaire. Il y a eu aussi un décret du chef du gouvernement qui liste les activités interdites aux travailleurs âgés entre 16 et 18 ans, parce que la loi a laissé une brèche pendant 5 ans. Et puis, il y a eu le fameux décret qui réglemente l'inscription et l'immatriculation à la CNSS. Il est sorti le 3 juin 2019, et donc ça veut dire que le 3 juin 2020, la loi est entrée en application il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois. Et malheureusement, avec le confinement et l'état d'urgence sanitaire, la loi n'a pas pu être, je dirais, promue au niveau du public. Elle est passée un peu en silence. Et ce guide vient un petit peu essayer de pallier à cette insuffisance qui est indépendante de la volonté de l'ensemble. Alors, je vous corrige si vous voulez bien. Le guide, il donne toutes les indications, toutes les informations sur les droits et les obligations. Et notre entretien est en train de promouvoir aussi bien le guide, mais surtout la loi 1912, parce qu'il faut y aller. Alors globalement, je nomme les obligations qu'il y a pour Alors, d'abord, l'employeur. Moi, je n'ai pas décidé d'écrire ce guide comme ça, mais j'ai essayé d'immatriculer une personne travaillant chez moi. Et je me suis rendu compte que c'était quand même, il y avait des étapes. Il y avait une étape de conclure le contrat, de convaincre la personne, de lui expliquer. Il y avait aussi une deuxième étape qui consistait à préparer les demandes, les imprimer et les formulaires, parce qu'il y a pas mal de formulaires. Et puis, il y avait une étape de l'inspection du travail qui doit viser le contrat et qui doit vous donner un reçu et un exemplaire cacheté pour aller à la CNSS. Et ensuite, au niveau de la CNSS, il y a tout un processus parce que vous devez compléter des imprimés que vous devez signer. Le salarié doit signer, il faut remettre un RIB, le vôtre, le RIB du salarié, la domiciliation est irrévocable pour le prélèvement des cotisations, tout un processus. Et je me suis dit que ça valait la peine peut-être d'expliquer ça et de le vulgariser. Ce n'était pas un livre juridique, c'est un livre plutôt guide pratique. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions que toute personne se pose. Des craintes, est-ce que un conflit du travail? Est-ce que cette personne a le droit à avoir des indemnités en cas de licenciement? Est-ce qu'elle a une prime d'ancienneté
ou non? Qu'est-ce qui se passe si elle a un accident chez moi? Qu'est-ce qui se passe quand si jamais je la licencie? Qu'est-ce qui se passe quand elle est absente plus qu'il n'en faut? J'ai aussi des gens qui m'ont dit, est-ce que je peux employer un travailleur subsaharien, par exemple, qui est au Maroc, etc. Donc, beaucoup de questions. Il y a aussi des questions d'ordre, quelles sont les sanctions, quelles sont les conséquences si je ne déclare pas, si je travaille plus ou moins, j'emploie clandestinement une personne. Est-ce que l'inspecteur de travail peut venir rentrer dans mon domicile pour vérifier si je respecte ou non la loi, si l'employé est déclaré? Donc, il y a un foisonnement de questions auxquelles j'ai essayé de répondre et de structurer. Et donc, voilà, il y a le guide, disons, il explique mot, étape par étape, ce qui doit être fait. Il explique aussi les avantages parce qu'il ne faut pas oublier que je considère, en tout cas personnellement, que c'est une loi révolutionnaire. Parce Oui, que tout à fait. elle sort de la précarité toute une catégorie de la population marocaine qui a jusqu'à maintenant été sans protection. Vous savez que le pays vieillit et donc nous allons avoir une horde de personnes qui vont être à 100 ans sans aucune couverture médicale, sans aucune couverture sanitaire. Il faut aussi préciser que le travailleur domestique aujourd'hui, d'ailleurs c'est le titre, c'est un travailleur domestique. Oui. Le travailleur domestique jouit des mêmes droits qu'un travailleur dans le secteur privé ou public. Il a le droit aux allocations familiales, il a le droit à l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, il a le droit à l'indemnité de naissance, à la prime de naissance, Oui. à la prime d'accouchement, les 14 semaines, tout, exactement. La retraite, bien sûr, la pension de vieillesse, la pension des survivants, tout, il bénéficie. Et ça, c'est une très, très belle avancée que Alors, notre pays a. vous avez planté le décor et posé les innombrables, enfin les très nombreuses questions que vous posez qui nous intéressent tous. Je vais vous en poser quelques-unes auxquelles vous allez répondre succinctement de manière à ce que les gens qui regardent ce programme, je leur conseille vivement d'aller lire le bouquin en arabe ou en français parce que c'est quand même une loi révolutionnaire qui comporte beaucoup de détails, énormément. Mais dans le cas où on ne le ferait pas, au moins qu'ils soient informés. Alors, les questions que je voulais vous poser, ce sont des questions que vous vous êtes posées vous-même. Elles sont là avec votre livre. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur donc, et vous êtes juriste. Donc, vous savez de quoi il retourne. Alors, combien d'heures de travail par jour doit avoir un Alors, employé domestique de maison? Alors, je voudrais d'abord rassurer les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué. Les gens ne courent pas de risque en normalisant, en régularisant la situation. Il y a un régime très particulier qui est instauré par cette loi. C'est vrai, il va falloir amener des nouveautés, mais alors, c'est pas compliqué, je le dirai plus tard. Alors d'abord, le travail le hebdomadaire, c'est 48 heures par semaine pour une personne qui a 18 ans et plus. Si c'est un salarié, c'est un travailleur domestique entre 16 et 18 ans, c'est seulement 40 heures par semaine. D'accord. Et la loi, c'est pas n'importe qui ne peut pas être travailleur domestique. Par exemple, quelqu'un qui vient chez vous réparer un robinet ou une parabole n'est pas un travailleur domestique. Il faut qu'il loge à la maison ou là qu'il travaille Pas 48 heures? Comment on forcément, fait pour pas distinguer? forcément. Il n'est pas obligé de loger et il n'est pas obligé d'être travailleur exclusif chez vous. Une personne, par exemple, qui travaille 2 semaines chez cette famille, 2 jours chez cette famille par semaine et 3 jours chez une autre famille par semaine, peut cumuler les cotisations et les deux familles vont la déclarer partiellement. Ah, d'accord. Il y a possibilité de déclarer une personne qui vient travailler 2 heures par semaine, Oui, vous 3 heures pouvez par… déclarer quelqu'un, je crois que le minimum c'est 10 jours. Je Mhm. crois que c'est le minimum, c'est 10 jours par mois. Oui. Si une personne travaille chez vous plus de 10 jours, vous pouvez la déclarer partiellement. Et si c'est moins de Deuxième 10 jours, chose, Assi Mohamed? non, 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 non. C'est un travail qui est, je dirais, intermittent. Intermittent. On peut appeler ça Donc des une personne intermittents. peut travailler. C'est dommage, mais enfin, ça, c'est pas votre Il y a une durabilité. responsabilité. Il faut qu'il y ait une durabilité et parce que la CNSS, elle paye des prestations. Par exemple, si une Mhm. personne ne travaille que 10 jours, comment voulez-vous financer ce qui est le court terme et le long terme? Enfin, la retraite, l'assurance maladie, Oui. etc. Mhm. Surtout que, par exemple, et ça, c'est l'avantage, si vous avez un salarié qui travaille chez vous, un travailleur domestique, et qui touche 1700 dirhams par mois, Mhm. sa cotisation salariale est de 100 dirhams, 100 dirhams par mois. Mais Mhm. automatiquement, s'il a un enfant, il reçoit 300 dirhams par enfant. S'il en a 3, il reçoit 900 dirhams. Tout à fait. Mhm. S'il tombe malade, eh ben, il remplit une feuille de maladie et il est à le remboursement de sa Donc maladie. Donc, une personne qui travaille 2, 3 jours par mois elle est et par ménage, mais qui elle est, travaille, c'est 25 mais jours par mois. ça, c'est la réglementation de la CNSS, ce n'est pas la réglementation des travailleurs à domicile. Ça, D'accord. c'est la réglementation de la CNSS qui s'applique à tous
le Très monde bien, laborieux. très bien. Alors, deuxième chose que je voudrais Mhm, préciser, c'est que le salaire minimum n'est pas le SMIC, c'est 60% du SMIC. mhm. C'est-à-dire, on estime que, étant donné que la personne elle est logée, nourrie, etc., elle 1600. peut être juste payée à quelque chose comme 1690 dirhams. C'est-à-dire Mhm, le minimum légal aujourd'hui du salaire, c'est 1700 dirhams. Dans le livre, il y a une simulation de salaire. C'est-à-dire, si vous payez quelqu'un 1700 dirhams, ça vous mhm, coûte à vous 2000 dirhams. Vous payez 300 dirhams cotisation patronale et le mhm. salarié paye 100 dirhams, plus ou moins 100 dirhams de cotisation salariale. Autre chose, les indemnités, c'est-à-dire en cas de licenciement, etc. Ce ne sont pas les indemnités prévues par le Code du travail. Les indemnités de départ, on ne dit pas de licenciement, sont prévues dans la loi elle-même et Mhm. il y a une simulation, par exemple, si une personne est payée au SMIC des travailleurs à domicile, c'est-à-dire des 1700 dirhams, et qu'elle travaille et qu'elle est là pendant 8 ans, par exemple, avec 11 jours, ça lui fait une indemnité de quelque chose comme 9000 dirhams. Sur 9000 combien de dirhams. temps? De Sur combien de temps? 7 ans et 7 mois, c'est-à-dire 8 ans. D'accord. Mhm. 8 8 ans, donc ans ça fait. et en jour de congé, elle a quelque chose comme 8000 dirhams. Je pense Mhm. que c'est quelque chose de raisonnable. Il faut aussi, j'ai compris que c'est une loi qui va plus tard peut-être être amendée, qui va être améliorée, Tout à puisqu'il y a des fait. choses qui n'y suivent pas Mhm. auxquelles il faut faire attention. Par exemple, la loi n'a pas parlé d'assurance, alors que c'est important Mhm. d'être assuré. Alors, d'après ce que j'ai cherché, normalement le travailleur domestique est soumis à l'accident de travail, à l'assurance sur la loi sur les D'accord. accidents de travail. Mais vu la difficulté, vu que ça englobe un certain nombre de contraintes, Mhm. le travailleur de maison ou le travailleur domestique peut être inclus dans une multirisque habitation. Vous savez, Oui, tout à l'assurance fait. multirisque Tout à fait. habitation, Tout à c'est-à-dire fait. toute Mhm. personne, qu'elle soit locataire ou propriétaire, doit se prémunir contre les dégâts des eaux, les Mhm. inondations, contre l'incendie et surtout Oui. contre la responsabilité civile. La Mhm. responsabilité civile vis-à-vis Des tiers. si par exemple vous avez un incendie et que votre voisin, son Mhm. logement aussi, Tout à fait. il est incendié, donc l'assurance le rembourse. Et donc, Mhm. on assimile que les gens de maison qui sont chez vous, s'il leur Mhm. arrive quelque chose chez vous, l'assurance les indemnise. Sauf Bon. que la multirisque habitation ne peut pas accepter plus de 3 domestiques par maison, plus de 3 travailleurs domestiques. C'est-à-dire, si vous avez D'accord. une grande ville, là, vous avez un jardinier, 2 bonnes et, je ne sais pas moi, une femme dame de compagnie, vous êtes Mhm. obligé à ce moment-là de passer à la loi sur les accidents de travail. Cette loi n'a pas parlé du tout de ça. C'est comme si on ne devait pas être assuré ou qu'on était exonéré. Je sais que ça va amener un jour ou l'autre, il y aura une Mhm. personne qui glisse, une glissade dans des escaliers ou qui se brûle dans un four en Mhm. cuisinant, j'en sais rien. Mhm. Donc, il y a aussi d'autres améliorations, notamment Alors, Hadi, ce le qui est cas, par important, exemple, Fadi, je vous interromps, c'est Mohamed, c'est très important parce qu'en cas de départ, bon, c'est pas un licenciement, ça peut être un licenciement, ça peut être aussi un départ pour n'importe quelle raison, l'employeur se retrouve protégé parce qu'on connaît tous les histoires de la personne qui a envie de partir, qui va demander des sommes absolument astronomiques. Là, le fait d'avoir un contrat ouais, protège aussi bien l'employé que l'employeur. c'est clair et c'est clair. Et d'ailleurs, la loi, il me semble qu'elle ne fixe, que le travailleur domestique n'est pas soumis à la réglementation du licenciement abusif. C'est-à-dire, Mhm. c'est un départ. Ce départ, il D'accord. a des indemnités de départ. Pourquoi? Parce que lui aussi, il peut aussi mettre fin au contrat quand il veut. Vous n'allez pas lui demander de vous indemniser parce qu'il a mis fin au contrat avant terme. Déjà, c'est un travailleur Voilà, donc domestique. ça vaut Donc, dans les deux il y sens. a oui, euh, il faut aussi, on ne sait pas ce que dira la jurisprudence à l'avenir. Peut-être que les tribunaux pourront dire autre chose. Mais d'après ma lecture de cette Mhm. loi, tout départ, sauf s'il démissionne. Alors, il faut préciser quelque chose d'important. Tout ce qui n'est pas prévu dans la loi, il est régi par soit le Code du travail, soit par le DAIR sur les obligations et contrats. Quand la loi est muette, s'il y a un cas, par exemple, Il n'y a pas de vide la juridique, loi quoi. ne parle pas. Non, c'est simple, la loi ne parle pas des heures supplémentaires. Mhm. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des heures supplémentaires? Si la personne. Alors, il faut revenir au Code du travail. Le Code du travail, il vous dit c'est 25% samedi et dimanche, 50% la nuit, 100% les jours fériés, etc. Mhm. Maintenant, on a une autre question. Là, le rapport de force. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui
un travailleur, une travailleuse domestique, dire, monsieur, parce que le travail de nuit commence de 21h à 6h du matin. Ça veut dire si pendant le ramadan, vous avez un employé domestique à la maison qui vous fait sahur, c'est qu'il fait des heures supplémentaires. Si il vous dépose le dîner à 21h30, alors il travaille de nuit. Il va y avoir de l'évolution parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une loi qui est révolutionnaire et qui va changer totalement la culture de la société marocaine à terme. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, notre jeune génération qui est actuellement au lycée ou à la faculté, à l'université, dans 20 ans, ils vont avoir une relation au personnel de maison qui est totalement différente de ce que nous connaissons maintenant. Donc, il va y avoir une évolution de génération en génération. Mais alors, je voudrais vous passer sur la question du tiers juridique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire, est-ce que le contrat doit être déclaré au niveau de l'inspection du travail? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'un inspecteur de la CNSS peut venir rentrer chez vous, vous poser la question, pour vérifier que les gens sont bien en règle? Alors, le process, le dispositif, c'est que vous avez, d'ailleurs, dans le livre, vous avez le CD où il y a le modèle de contrat en arabe et en français, les différentes attestations de travail, etc., les formulaires CNSS, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un formulaire pour inscrire, il y a un formulaire lorsque la personne s'en va, etc. Et donc, le process, c'est que vous signez le contrat en 3 exemplaires, il est légalisé, un exemplaire est déposé à l'inspection du travail. L'inspection du travail vous donne une sorte de reçu et une photocopie de ce contrat cacheté, visé par l'inspection du travail, et vous allez à la CNSS. Une fois que vous allez à la CNSS, vous devez avoir fait préparer les documents. Alors, les documents en général, c'est d'abord une pièce d'identité, la vôtre, la pièce d'identité de l'employeur. Pourquoi on demande la pièce d'identité du travailleur? Parce que pour deux raisons. D'abord, pour s'assurer qu'il n'est pas mineur. Et ensuite, pour s'assurer qu'il est marocain. Parce que s'il est étranger, c'est une autre paire de manches. Et puis, vous devez produire le relevé d'identité bancaire du salarié. Pourquoi? Alors, le relevé n'est pas exigé par la loi, mais c'est la CNSS qui en fait une condition sine qua non à juste titre. Pourquoi? Parce qu'elle doit lui payer les remboursements maladie, elle doit lui payer les allocations, elle doit lui payer tout ce qui lui revient parce que si elle le paie à l'employeur, l'employeur risque de ne pas lui rétrocéder. Donc, et ça facilite les choses. Ça veut dire que vous, employeur, vous avez une relation directe avec la CNSS une fois peut-être dans la vie du contrat. Et le salarié, après, ils font les virements directement. Il dépose ses dossiers maladie et tout ça. Alors, quelque chose de très important, vous n'êtes pas obligé de faire chaque mois une déclaration de salaire comme pour les entreprises. Le fait de déposer le contrat et de déposer la demande d'immatriculation où il y a un salaire, ça continue ad vitam aeternam. Chaque mois, vous êtes prélevé du même montant. Donc, pour chaque personnel qui est déclaré, théoriquement, on devrait partir à la CNSS 2 fois, à son recrutement et à son départ. C'est ça. Peut-être que la CNSS est en train de déployer une solution, je dirais, à distance, où vous allez déclarer. Alors, une fois que vous avez déclaré le salarié, la CNSS vous envoie 20 jours plus tard une sorte d'attestation dans laquelle elle vous donne votre numéro d'affiliation. Parce qu'en tant qu'employeur, vous êtes affilié. D'accord. Et le salarié, selon le jargon de la CNSS, c'est un assuré. Donc, vous êtes affilié, vous avez un numéro d'affiliation. Et vous envoie aussi la carte du CNSS d'immatriculation où il y a la photo. Et je peux vous dire qu'il y a un moment d'émotion. Lorsque j'ai remis cette carte au salarié, c'était un autre regard. Et donc, quand vous donnez la copie du contrat et l'imprimé de CNSS rempli, dans le contrat, il y a le salaire. La CNSS va faire le décompte et elle va débiter votre compte chaque mois. Tant que vous n'avez pas présenté un imprimé dans lequel départ du salarié, vous le complétez, chaque mois vous allez être débité et vous n'avez rien à voir avec la CNSS pendant toute la vie du contrat. Très bien. Alors, deuxième chose très importante. Le contrôle à domicile. Je vais vous répondre, mais je voudrais dire quelque chose à propos de la CNSS. Alors, la CNSS, imaginons que vous soyez avocat ou architecte ou notaire. Vous avez des salariés dans votre cabinet et vous êtes affilié CNSS comme avocat ou comme notaire. Vous ne pouvez pas utiliser votre numéro d'immatriculation pour déclarer ce salarié chez vous. Il vous faut un deuxième numéro d'affilié. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Donc, même si vous êtes employeur de l'autre côté… Vous avez 2 numéros d'affilié
Et c'est parce que ce sont deux régimes différents. Troisième chose importante, aucune personne morale n'a le droit de passer un contrat de travail avec un employé domestique, un travailleur domestique. C'est logique. Ça ne peut être qu'une relation entre personnes physiques. Physique. Si, imaginons, parce qu'il y a deux cas, imaginons que ce soit un expatrié qui vient de, je sais pas moi, de France, qui travaille au Maroc, et la société le prend en charge, elle va lui prendre, elle ne peut pas recruter un travailleur domestique ou un jardinier pour sa villa de fonction. Si elle doit le recruter, elle ne peut le recruter que sous le régime du droit commun, en tant que salarié. En tant que salarié normal. Pourquoi? Parce que la relation de travailleur de maison, de travailleur domestique ne peut être qu'entre personne, qu'entre chef de famille et employé. Très bien. Si c'est une société, par exemple, vous pouvez trouver un agent de sécurité et un gardien, tous les deux. L'agent de sécurité ne peut pas être travailleur domestique parce qu'il travaille chez une société. Et le gardien, voilà, qui font le même travail, il est travailleur domestique. Alors l'inspecteur de travail, je vous réponds, la Constitution, il y a un article dans la Constitution, je ne me rappelle pas du nom, le domicile est inviolable. Il n'a pas le droit de pénétrer à la maison. Il ne peut que recevoir une plainte du salarié. La CNSS aussi est habilitée à recevoir les plaintes. Et l'inspecteur de travail va le convoquer. Il va convoquer l'employeur pour lui dire pourquoi vous ne l'avez pas déclaré ou bien est-ce que ce monsieur-là travaille. Et à ce moment-là, ils vont trouver un arrangement. Malheureusement, et ça aussi je le signale, dans d'autres pays, il y a l'institution de l'assistante sociale. L'assistante sociale, dans les autres pays, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Je la connais. Malheureusement, dans les autres pays, quand l'assistante sociale, elle vérifie pour les enfants maltraités, pour les femmes battues, elle vérifie aussi si le travailleur domestique est déclaré. Et je milite dans cet ouvrage pour qu'on crée ce corps d'assistante sociale dans notre pays, a certainement besoin. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Quand il y a une plainte au niveau de l'inspecteur du travail, il doit bien sûr réunir les deux. Il doit tenter de conciliation, mais si il constate qu'il y a une infraction, par exemple que l'employé n'est pas déclaré et que l'employeur, le chef de famille, ne veut pas le déclarer, il a ce qu'on appelle Sefa Dabtiya. Il devient officier de police judiciaire. Voilà. Il doit transférer le dossier au procureur du roi, lequel Alors, par contre, c'est important à signaler qu'il y a des suites qui peuvent être d'ailleurs. Justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les sanctions qui peuvent être prévues? Je sais que vous êtes intarissable, vous portez ce projet. Vous avez fait ce qu'il fallait. La loi a prévu 15 infractions, beaucoup d'infractions. Le fait de le faire travailler sans contrat, le fait de ne pas le déclarer, le fait d'employer un enfant de moins de 16 ans, le fait de ne pas remettre le certificat de travail après le départ, le fait de faire travailler dans des conditions, disons, parce que la loi déjà prévoit des situations où il ne faut pas, par exemple, une femme ne peut pas travailler sur un échafaudage. Un enfant de 16 à 18 ans ne peut pas faire la cheminée, ne peut pas ramonner. Donc, il y a la question de pénibilité, de travail. Alors, le plus important, c'est la sanction si vous êtes pris la main dans le sac. C'est-à-dire, vous avez un salarié que vous ne déclarez pas. Le législateur a essayé d'être très clément, c'est de 3 000 à 5 000 dirhams. C'est pas de prime. Il n'y a pas de cas de récidive? Non, même pas. Mais ce qui est dangereux aussi, c'est que d'abord, ce n'est pas les 3 000, mais si par exemple, si la personne travaille chez vous 4 ans, alors vous payez les 4 ans de pénalité ou les amendes ou la CNSS et tout ça. Si lui arrive un accident chez vous, bien sûr, si lui arrive un accident, c'est pire. C'est pire. Donc, il y a quand même des conséquences. C'est sur ça qu'il faut axer. C'est sur ça qu'il faut axer. D'abord, il y a le côté moral et le côté légal. Ensuite, il y a le côté humain. Et puis, il y a aussi le côté responsabilité pénale. Parce que s'il lui arrive quelque chose, c'est plus grave qu'avant la loi. C'est-à-dire que non seulement il est arrivé quelque chose qui n'était pas assuré, mais qu'on n'était pas en conformité avec la loi. Très bien, très bien. Mais je pense que cette loi va, à un moment ou à un autre, être revue et va être un petit peu plus sévère sur certains cas. C'est une évolution à laquelle je m'attends. Je m'attends aussi, dans 2, 3, 5, 10 ans, à la création soit d'une association, soit d'un syndicat des travailleurs. Peut-être même avant, si Mohamed, peut-être certainement avant. Je ne sais rien, mais en tout cas, le souhait est qu'on puisse mieux communiquer et plus sur cette loi parce qu'elle est l'un des moteurs d'accélération, de transformation de notre société.
En tout cas, je Voilà, vous j'espère remercie pas beaucoup avoir à Si dépassé. Mohamed Haytami parce que vous avez fait le boulot qu'il fallait en tant que journaliste et en tant que homme de Merci. droit, de juriste, et nous allons tous faire en tant que journaliste, nous allons tous faire le travail. J'espère que les médias audiovisuels vont prendre aussi ça, vont prendre la relève de manière à ce que tout le monde soit au courant. Et encore une fois, je reprends le mot le plus important que vous avez dit dans tout ça, c'est que c'est une loi révolutionnaire. C'est une loi qui va changer du simple au double notre relation au personnel de maison. Nous ne sommes plus de première jeunesse, vous et moi, c'est Mohamed, nous nous rappelons de ce qui se passait il y a 40 ans, il y a 50 ans. Ça ne se passe plus Mais maintenant. On va former des veuves. excusez-moi, mais vous êtes encore jeune, bien sûr, nous sommes encore jeunes et il y a encore Oui, beaucoup bien de sûr. choses à faire. Et j'en profite pour te remercier, je te tutoie, et pour souhaiter tout le bien aux amis internautes, lecteurs de Panora Post. Bonne Merci beaucoup. continuation. Merci beaucoup, c'est Mohamed. C'est moi qui te remercie aussi et à très, très bientôt. Merci encore.